Salut les copains, bienvenue dans cette deuxième édition du plateau. On tenait principalement à vous remercier pour tous vos petits commentaires positifs et pour tout ce que vous avez dit. C'est hyper encourageant et ça nous fait vraiment plaisir. Pour cette deuxième édition du plateau, on a fait un partenariat avec le site de vente aux enchères Katawiki. C'est-à-dire qu'on organise une vente avec 43 lots sélectionnés, qu'on vous a sélectionné, c'est des biches les trucs. C'est magnifique, c'est de l'origine, c'est très beau. On vous explique tout ça juste après le générique. Petit clap les gars. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'intro, c'est que toutes les montres présentées ici vont partir en vente aux enchères sur le site Katawiki. Vous allez reconnaître ma tête, vous allez reconnaître mon nom, vous allez reconnaître l'adresse de l'atelier. Et concrètement, vous pourrez cliquer sur toutes ces montres qui sont présentées aujourd'hui et pour les versions futures. On va commencer déjà par un truc beau, un truc que j'aime bien, un truc que j'affectionne. C'est du chrono, c'est de l'étanche, c'est du Gilt, c'est du tachymètre, c'est du télémètre. C'est tout simplement Bovet. C'est une des marques horlogères qui a été peut-être la plus importante au monde. Ça a été les premiers à vendre des montres en Asie, enfin les vendre par paire. Donc c'est ce qui a renforcé un petit peu le côté Swiss made. Et c'est une vraie marque qui est importante et très influente dans le monde de la collection. Alors là, c'est un chronographe avec un mouvement Valjoux 22. Le mouvement Valjoux 22, on le présente plus, c'est un des plus grands calibres des années 40. Ce cadran-là, je le kiffe. Pourquoi ? Parce que, en plus d'être gilt, il est à secteur. On remarque bien justement la différence de couleur avec le secteur noir un petit peu mat et un petit peu noir laqué. Enrichi d'un tachymètre, télémètre, des petits index romains, c'est magnifique, aiguille jaune. Boîtier 38 mm, donc ça c'est quand même assez confortable. C'est exactement ça qu'il vous faut dans une collection. C'est des montres qui sont encore abordables. C'est vraiment apparenté à du Patek et à du Vacheron, bien que ce soit du Valjoux 22, mais gros kiff. Alors deuxième montre, Universal Genève Paul Reuter. Bah la voilà, comment qu'elle est belle. Paul Reuter, mouvement 215-1, c'est la deuxième génération. Donc la première génération avec le mouvement micro-rotor, le fameux. On se rappelle, on se resitue, Universal Genève Paul Reuter, montre fabriquée pour la SAS, premier dessin de Gérald Genta, le mec il était encore mineur quand il a dessiné cette montre. Celle-ci est super intéressante parce que c'est une Paul Reuter date, c'est le grand format de 36 mm, elle est magnifique. Réellement, elle est vraiment belle. Attention, Paul Reuter, il y en a beaucoup avec des cadrans repeints. Celui-ci, inspirez-vous bien des photos que vous reverrez sur l'annonce parce que concrètement, le cadran est d'origine, tout est bon. La seule chose, le petit bémol, c'est la couronne. Cherchez pas, me demandez pas une couronne, c'est introuvable. C'est dès qu'on commence à collectionner, Gérald Genta qui a fait aussi la Nautilus, qui a fait aussi la Royal Oak, c'est vraiment, voilà, c'est de là où tout part. Celle-là, elle est belle, ça me plaît. Troisième montre, raccord micro. On va passer sur une Breitling Top Time. Alors moi j'aime beaucoup cette montre, référence 2002, surtout par rapport à ce qui se passe ces derniers temps. Donc on se remémore. La Breitling Top Time, emblématique pourquoi ? Parce qu'elle est passée dans Thunderball en 1965, James Bond en avait une, avec un autre boîtier qui était pour moi pas très joli. Ça cherchait justement à chercher la radioactivité pour qu'il trouve la bombe nucléaire. Mais la petite histoire qui est assez intéressante avec cette toquante, c'est justement comment elle a été retrouvée. C'est le nom qui a été acheté 30 € chez un prêteur sur gage et qui s'est vendu 122 000 € chez Christie's. Bravo monsieur. Ça a participé au boom de la cote de la Top Time. On est sur une version Panda, donc référence 2002, mouvement 77-33, aiguille d'origine, la montre est full origine. Il n'y a que la couronne qui n'est pas signée. Mais voilà, on l'a monté sur un très beau bracelet en cuir. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut investir en ce moment. Tout comme la Paul Reuter, qui sont pour moi deux très bons modèles à investir et à placer, quoi. On va passer maintenant sur un modèle emblématique, un modèle qui nous a fait, un modèle qu'on aime, un modèle qu'on ne se lasse pas d'acheter, ni de vous revendre, ni de vous restaurer. C'est tout simplement tout ce qui est gamme Seamaster avec le mouvement à remontage manuel. Là, à l'intérieur, c'est les dérivés des 280 ou des 265 ou des 267. Mais tout ça, c'est la base du 30T2. Tu veux t'acheter une première montre, une première Omega, tu sais pas quoi prendre, t'es perdu par rapport au code, t'achètes ça. Tout simplement. Parce que le format est très généreux. Les aiguilles, celles-ci, sont les plus tardives. C'est-à-dire que la montre doit être de 1961, 62, 63. Les aiguilles bâton, ça arrivait début des années 60. Celle-ci a sa couronne d'origine, le cadran, il est très beau. Voilà, quoi dire de plus, achetez-la. Après, on va partir sur un truc encore un peu plus bizarre, un peu plus chelou, et encore un produit qui a fait notre réputation. Tout le monde connaît la Bubbleback. Ici, c'est une référence 75, cadran crème, très jolies lunettes. Ça me plaît, c'est très beau. Le Bubbleback, ça reste pour moi le premier vrai calibre automatique qui fonctionne. La montre est de 1951 et ça fonctionne hyper bien. La montre a une très bonne tenue de l'heure, enfin voilà, ça reste une très bonne toquante.
petit plus sur cette toquante, ça reste vraiment la couronne d'origine. Il faut savoir qu'on est en 1951 et que Rolex essaye de trouver des alternatives à l'étanchéité. Ils en ont marre d'avoir des couronnes vissées parce que les mecs oublient de les visser, ça s'arrache, ça se casse, c'est la merde. Donc ils essayent d'inviter, enfin c'est pas qu'ils essayent, c'est qu'ils arrivent à inventer une couronne qu'on appelle la Super Oyster, et qui est une couronne en fait qui n'est pas vissée, qui a juste un joint à l'intérieur et un joint sur le fond, qui a été un petit peu un fiasco chez Rolex. Moi j'ai noté qu'on ne les voyait plus à partir de 1953. Pourquoi ? Parce que justement ça tenait pas l'étanchéité, c'était pas du Rolex, donc concrètement, projet avorté. Mais c'est plaisant de le retrouver sur cette pièce, surtout que la montre est vraiment en bon état, on lui a foutu son petit ardillon signé d'origine, et voilà, c'est une très belle pièce, une pièce à avoir en collection, et une pièce qui plaît aux dames. Haute salle, autre ambiance, on va passer sur une petite Cartier Must. On n'arrête pas de parler de Cartier. Cartier, ça nous plaît, Cartier, c'est bien, mais quel Cartier acheter ? Quel Must acheter ? Mécanique. Et oui, et en plus une Cartier Must avec un cadran soleillé. Celui-là, il a une petite finition, on va dire un peu Spider, qui est craquelée en fait, mais qui est loin d'être dégueulasse. Moi j'aime bien. J'aime bien parce que t'as le côté un petit peu de la finition soleillée qui avait été fait chez Cartier, et 3-4 rayures qui s'amusent à se balader, histoire de rehausser le cadran. Je trouve ça très cool. Après, sur les mouvements à remontage manuel, les couronnes, elles sont spécifiques. C'est pas exactement la couronne de la Tank, c'est pas exactement la couronne des Tortues ou de tous ces modèles-là. C'est vraiment une couronne voilà, qu'on a bien en main, qui est souple, qui est confortable, qui est très cossue. C'est bien fait. Et voilà, et ça c'est un truc à avoir. Parce que quand tu regardes dans les années 90, le nombre de Lascar qui avait ça, Gainsbourg en portait, tout le monde en avait. Tout le monde avait des cadrans un petit peu particuliers. Voilà, c'était la classe, quoi, tu vois. Maintenant, quand on voit la cote, comment elle commence à monter, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ce qui va nous amener à la dernière toquante de la journée. Toujours dans cet esprit de montre un petit peu habillée, de montre un petit peu dress watch et montre des années un petit peu 70, on va passer sur une Patek, parce que voilà, on aime bien Patek, et puis c'est important de vous parler de Patek. Alors quand on achète une Patek ancienne, il faut toujours qu'il y ait ça. L'extrait du registre. Pourquoi il faut qu'il y ait l'extrait des registres ? Parce que concrètement, c'est un papier que vous pouvez demander vous-même chez Patek Philippe, qui coûte pas très très cher, mais qui vous permet de savoir si toute la montre est en condition parfaite d'origine par rapport au cadran et par rapport à tout ça. Donc on est sur une référence 3667. Ce qui est pas mal, c'est que c'est une des dernières références, celle-ci elle date de 77. On est sur une forme un petit peu bâtarde, avec des chiffres romains, ça plaît énormément en ce moment. Donc le calibre qui est à l'intérieur, c'est le 177, c'est un calibre qu'on ne présente plus chez Patek. Celle-ci, voilà, est en parfait état, là, sa petite couronne, son petit ardillon. Le format est très mignon. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà pour cette deuxième vidéo. On recommence. Voilà pour cette deuxième vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, à nous envoyer des emails si vous avez des questions. Nous sommes là pour vous. En espérant que ce petit moment a été fort sympathique. À tantôt.